parler de mon parcours. Ensuite, je vais vous parler de mon entreprise actuelle. Et enfin, je vais vous donner quelques conseils pour entreprendre. N'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation, à me poser des questions. On va faire approfondir certains points qui ne sont pas clairs pour vous. Bon, pendant que le slide vient, je vous parle de moi rapidement. Moi, je suis scientifique de formation. En effet, j'ai fait au début l'école normale supérieure en mathématiques, donc je suis mathématicien. Puis après, j'ai fait une thèse en mathématiques aussi à l'école polytechnique à Paris. Et donc, à la fin de ma thèse, j'ai commencé à entreprendre. Alors, tout d'abord, rien ne me prédestinait à ça. Moi, ma passion à la base, c'est les maths et la physique. Donc je me destinais plutôt à une carrière de chercheur en maths. Et puis, d'opportunité en opportunité, je suis devenu d'abord primo-entrepreneur, puis plutôt entrepreneur à succès, et maintenant serial entrepreneur. Donc effectivement, à la fin de ma thèse à l'école polytechnique, j'ai rencontré dans un barbecue chez un ami quelqu'un qui était responsable de l'affluence, enfin pour être précis, des plannings aux caisses des hypermarchés de Auchan. Alors cette personne m'a dit qu'elle avait du mal à faire les plannings des hôtesses de caisse 4 semaines à l'avance et respecter la légalité, tout en assurant le fait qu'il n'y ait pas trop d'attente aux caisses. Alors, à l'époque, moi, j'avais fait ma thèse en ce qu'on n'appelait pas vraiment l'IA à l'époque, mais le machine learning, et je me suis dit que je pouvais essayer d'inventer des algorithmes pour mieux prédire l'affluence aux caisses des supermarchés et donc mieux réaliser les plannings des hôtesses de caisse. Donc j'ai fait un petit logiciel qui fait ça, et je l'ai rendu à Auchan. Auchan l'a testé et a trouvé que c'était 40% plus précis que ce qui existait alors sur le marché. Du coup, ils m'ont demandé, ok, mais comment je fais pour vous l'acheter? Moi, j'étais en thèse, je n'avais pas d'entreprise, rien. C'est une bonne question. Comment on fait pour le vendre? Donc, j'ai pas le choix, je dois donc faire une entreprise pour pouvoir vendre la solution. Et voilà comment j'ai créé Vecchia en 2007. Il se trouve que 2 semaines après, Laura Merlin m'a posé la même question, puis Monsieur Bricolage, Ethan, Pinky, Camailleux, Jules, ainsi de suite et ainsi de suite. Et au bout de 4 ans, on avait donc fait la première suite logicielle en France de prévision de vente et prévision d'affluence pour ce qu'on appelle le retail. Donc la grande distribution spécialisée et la grande distribution alimentaire. Donc c'est une entreprise que j'ai créée en 2007 et en 2012 on était 40, on faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai commencé à attirer l'intérêt de certains investisseurs et j'ai eu des propositions de rachat pour Vecchia. Donc j'ai vendu mon entreprise en fait en 2012 à un fonds d'investissement et puis j'ai fait passer mon associé majoritaire qui le dirige toujours. Donc Vecchia ça existe encore, vous pouvez regarder, c'est une boîte qui fait une centaine de personnes et qui est actuellement dirigée par mon associé de l'époque. Suite à quoi, j'ai enchaîné sur ma deuxième entreprise. Alors l'idée à chaque expérience, c'est d'essayer de faire 10 fois plus grand. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, Vecchia c'était donc 40 personnes quand je l'ai vendu. Je ne vous donnerai pas exactement le prix de vente, mais en gros c'est quelques millions d'euros. Et je voulais aller dans l'expérience suivante, dans l'idée de gagner quelques dizaines de millions d'euros. Ça c'est un premier point. Un second point, c'est que dans ma jeunesse, même si ça se voit plus vraiment, j'ai fait un peu de sport, et donc j'étais en équipe de France de volleyball notamment, et j'avais envie d'associer entrepreneuriat, science et sport. Et j'ai fait une nouvelle rencontre, un peu comme l'histoire qu'au début de Vecchia, j'ai cherché à vendre mon appartement pour déménager et partir de Lille, parce que j'habitais à Lille à l'époque. Je l'ai mis sur Le Bon Coin. Une personne est venue le visiter, a vu des coupes et des affiches, etc. de moi quand j'étais plus jeune, gagnant des championnats de volley. À l'époque, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y avait un joueur de foot qui s'appelait Francis Coquelin. Voilà. Moi, je m'appelle Pierre-Arnaud Coquelin. Alors, il voyait des coupes marquées Coquelin, Coquelin, Coquelin. Et alors, ce gars m'a interpellé et il m'a dit « Mais c'est vous Coquelin, le joueur d'Arsenal ?» Voilà. Alors, je dis absolument pas, il est martiniquais, etc. Moi, je ne me trompe pas vraiment. Et je dis pas du tout, par contre, c'est cool, je les ai gagnés en étant en équipe de France de volley. Et il me dit, mais moi je suis Alexandre Marle, je suis le préparateur physique de Laurent Blanc, je viens d'être nommé en équipe de France, et il faut que j'apporte de l'innovation et de la technologie en équipe de France. En fait, c'est à l'époque où Laurent Blanc venait d'être nommé entraîneur de l'équipe de France de foot, et lui venait d'être nommé préparateur physique de l'équipe de France. Et il m'a dit, il y a un truc qui va cartonner en France et en Europe bientôt, c'est les GPS sur le dos des joueurs de foot et de rugby. Donc à l'époque, en fait, les GPS, c'était dans la voiture, c'était les TomTom. Il m'a dit, tu prends un GPS, tu fais le plus petit,
tu le mets dans des dos de joueurs de foot et de rugby, tu remontes des stats à l'entraînement et en match. Ça te permet de savoir si le joueur est en forme, s'il s'entraîne correctement, remonter des stats au télé, tu vas voir, dans 10 ans, ça va être un carton. Il y avait une seule société qui faisait ça à l'époque, c'était des Australiens, il s'appelle Catapult. Il y avait quelques défauts, notamment les données en temps réel n'étaient pas bonnes, etc. Donc je me suis lancé là-dedans. En tout bon entrepreneur, sur de lui, je me suis dit, allez, dans 2 ans, c'est un carton, je fais mieux que Catapult, etc. Au final, c'est une entreprise que j'ai gardée une dizaine d'années, bon, qui a quand même grossi, qui compte maintenant, pareil, 40 ou 50 personnes, et qui est numéro 4 mondial de ce domaine, qui est la géologue dans le sport de haut niveau. Et enfin, donc, vous voyez que l'enjeu financier lié à McLeod, il est à peu près 10 fois plus gros que l'enjeu précédent. Alors pareil, je ne vous donne pas les chiffres exactement, mais l'objectif est globalement atteint et ça a été vendu à une société californienne aux États-Unis. Et puis, ma troisième entreprise, c'est Weir. On va en parler un peu plus, elle est liée au Géos, même si je ne sais pas exactement ce qu'est le Géos. C'est toujours dans la géolocalisation, mais c'est la localisation à l'intérieur. Et là, les enjeux financiers sont en effet plus importants, puisque c'est une entreprise qui est valorisée un peu plus d'une centaine de millions d'euros aujourd'hui, et qui a 5 ans, donc qui marche plutôt pas trop mal. Sur Weir, c'est un peu technique, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Donc en gros, Weir, c'est une deep tech, donc c'est une entreprise dans la technologie un peu difficile. Ça rentre dans la catégorie d'entreprises comme le quantique. Vous savez, ceux qui font des ordinateurs quantiques, on dit que c'est de la deep tech. Ceux qui font des centrales nucléaires miniatures, on dit que c'est de la deep tech. Weir, c'est un peu pareil. Et le but de Weir, il est très simple. C'est faire comme le GPS. Donc avec votre téléphone ou avec un GPS, on est localisé assez bien, à quelques mètres près. Mais en fait, que dehors. Dedans, le GPS, ça capte pas. Les ondes, quand on voit les satellites, ne traversent pas les toits et les murs. Et du coup, à l'intérieur, on ne se localise pas du tout avec un GPS. Ça paraît bête parce que plus de 90% de l'activité humaine se passe à l'intérieur et donc plus de 90% du temps, on ne peut pas se localiser. Et en fait, c'est un problème qui est connu depuis maintenant 30 à 40 ans. Il y a pas mal d'équipes qui cherchent une solution à ce problème et mon associé et moi, on a trouvé une solution technique. Alors je vais vous passer les détails, mais en gros, c'est une équation mathématique un peu complexe et une façon d'émettre les ondes qui fait qu'on peut émettre avec 4 antennes des signaux. Et si on reçoit ces 4 signaux, on est localisé à 1 mètre près. La grande particularité, c'est que ces signaux, ils traversent jusqu'à 50 mètres de béton et ils peuvent parcourir 10 km. Donc concrètement, si je suis Renault, que je veux localiser des voitures dans mon usine, je mets 4 antennes aux 4 coins de mon usine qui fait une centaine d'hectares et je mets des petits tags de cette société qui s'appelle Weir sur toutes les voitures et elles sont localisées à 1 mètre près, qu'elles soient à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les bâtiments, un peu comme si elles avaient un GPS sur elles. Donc, c'est une invention techniquement assez majeure, qui consiste donc à faire un GPS qui marche dedans comme dehors. Bon, petit passage technique, comment ça marche? Il y a donc, par exemple, on va reprendre l'exemple de Renault, une grosse usine qui fait une centaine d'hectares. 100 hectares, c'est 1 km par 1 km. Aux 4 coins de cette usine, je mets des boîtes en plastique qu'on appelle des gateways, avec des antennes au bout d'un mât. Ces antennes, elles émettent des ondes. Au centre de ça, j'ai soit des objets qui portent un tracker, par exemple des plateformes qui portent des voitures, des robots, des pièces détachées, soit des hommes, on appelle ça traquer des travailleurs isolés, traquer des personnes qui sont en situation à risque. Je vais localiser tout ça à 1 mètre près, je vais le remonter sur un logiciel, et puis je vais permettre à Renault de superviser l'ensemble de ce qui se passe sur son site. Vu comme ça, on se dit c'est un petit truc, c'est un petit business, etc. En fait, c'est un assez gros truc. Le marché mondial du GPS, c'est à peu près 1000 milliards de dollars par an. Et celui qui est capable de faire un GPS qui marche à l'intérieur, il adresse un marché environ de 137 milliards de dollars. En fait, ça paraît bête, mais c'est un assez gros besoin. Donc on adresse en effet un assez gros marché. Les 3 premières industries qui sont assez demandeuses, c'est la sécurité et la défense. Donc, par exemple, un pompier qui se déploie dans un bâtiment en feu, aujourd'hui il n'a rien pour se localiser. S'il ne sort pas du bâtiment au bout d'un quart d'heure, je ne peux pas aller chercher, il meurt, donc il y a quelques morts chaque année à cause de ça. Là aujourd'hui, il porte notre tracker, on peut aller le récupérer. On a parlé de l'industrie. Dans la Smart City, c'est le même problème, localiser ce qui
se passe dans les souterrains. Par exemple, il y a 1000 travailleurs de la RATP qui sont tous les jours dans des tunnels. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, il faut les localiser. Voilà, il y a énormément de besoins de localisation en intérieur, et la société qui est capable de répondre à ce besoin, elle adresse quand même un joli marché de 137 milliards de dollars. Alors le but de Weir, c'est pas d'installer des antennes aux 4 coins de toutes les usines du monde, parce que sinon ce serait un business qu'on appelle pas scalable. Ce serait sympa, Renault paye pour un four environ 500 000 € pour installer un site industriel, et achète chaque tracker environ 500 €. Ce serait déjà un business intéressant, mais pour gagner 137 milliards de dollars, on ne va pas installer les usines une à une. On ne va pas non plus faire comme Orange, SFR, Bouygues ou Sigfox et déployer des antennes 5G ou 4G sur tout le territoire parce que ça va coûter trop cher et c'est fastidieux. On va faire une technique plus moderne, comme notre ami Elon Musk. On va déployer des satellites. Donc le but de Weir, il est très très simple. C'est d'être dans l'iPhone 20. Donc pour être dans l'iPhone 20, et pour que tout soit localisé en intérieur comme en extérieur, il faut juste réaliser 3 choses. La première, c'est inventer une technologie qui traverse les murs, ça on l'a déjà fait il y a 5 ans. La deuxième, c'est envoyer une constellation de satellites en orbite qui fait que l'ensemble du globe est couvert sans avoir besoin de poser d'antennes autour de chaque site. Et la troisième, c'est de miniaturiser le récepteur pour que ce soit tout petit, qui coûte pas cher et qui rentre dans tous les téléphones. Donc c'est ça l'ambition de Weir, c'est une ambition qu'on s'est fixée en 2020. Ça prend à peu près 10 ans. Alors vous verrez que, selon moi, chaque projet entrepreneurial sérieux met à peu près 10 ans à être réalisé. Et on arrive aujourd'hui à mi-chemin de cette ambition. En 2020, on a eu l'idée, on a inventé ça, et moi j'ai mis un demi-million € pour former l'équipe fondatrice. En 2023, on avait déployé le centre de Montpellier, on pouvait faire quelques démonstrations. Fort de ces démonstrations, on a levé 11 millions € pour recruter 30 personnes et faire le vrai produit commercial. Là maintenant, on a le vrai produit commercial et on déploie nos premiers clients et on lève 40 millions €, vous verrez, ce sera annoncé dans quelques mois, pour déployer nos 5 premiers satellites et miniaturiser le récepteur. Quand nos 5 satellites seront en orbite et qu'on démontrera qu'avec les satellites ça marche pareil que sur Terre, là c'est le grand saut, on lèvera 300 millions € en 2028 et on déploiera notre constellation d'environ 300 satellites. Et puis, normalement, en 2030, on équipera l'iPhone 20 et on sera coté au Nasdaq. Voilà, c'est juste pour vous montrer la différence entre une petite idée qui est « mais mince, le GPS ça marche pas dedans, comment je fais pour m'en occuper ?» et une grande vision qu'on déroule sur 20 ans, étape par étape, pour atteindre un objectif global. Ça c'est pour Weir. Est-ce que c'est clair pour vous l'histoire de Weir? Donc ça c'est une société en cours que je dirige actuellement, c'est le business que je dirige. On est basé à Montpellier. On est une trentaine, et j'en profite pour vous dire que vous pouvez suivre sur LinkedIn, Insta et tous les réseaux La Petite Aventure, parce qu'on fait un truc un peu particulier. Toutes les semaines, enfin tous les bureaux sont filmés en permanence, et toutes les semaines vous voyez ce qui se passe dans l'entreprise et vous voyez les différentes étapes. Donc vous voyez quand on lève des fonds, quand on réussit à vendre un truc, quand on n'y arrive pas, etc. Donc on communique de façon assez transparente sur l'avancée entrepreneuriale de cette société. Voilà pour la partie Weir. Je ne sais pas s'il y a des points, on y reviendra tout à l'heure. Et si vous voulez, je peux enchaîner sur quelques petits conseils entrepreneuriaux et on reviendra là-dessus ensuite. Alors, je vous ai concocté, alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui veulent entreprendre ou qui sont intéressés par le sujet, et je vous ai concocté mes 5 conseils, je ne sais pas si c'est les meilleurs, absolument pas académiques, donc à ne surtout pas reprendre dans des cours et ne pas répondre à vos professeurs que c'est les meilleurs conseils. On est en train de casser notre travail, donc c'est pas la fête de suivre nos cours. Non, mais disons que c'est pas faire une étude de marché, etc. C'est vraiment des conseils issus du vécu. Alors mon premier conseil, il est un peu large, mais c'est issu de mon expérience. Si un jour vous voulez faire une entreprise qui vaut 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, disons un très gros succès, ce que je vous souhaite, dans la technologie, bon, c'est mon secteur, donc je parle de mon secteur, moi j'ai constaté qu'il y avait une sorte de triptyque gagnant, moi j'appelle ça le triangle d'or de la deep tech, le triptyque gagnant d'une entreprise qui a des chances d'aller assez loin, c'est une équipe en or, un marché gros et une innovation de rupture. Alors, la réalité c'est que je ne vous conseille pas forcément de lancer votre première boîte en respectant ce triangle d'or parce que c'est assez difficile à 23 ans, 25 ans de faire une équipe en or, d'adresser un truc que personne n'a cassé sur un marché de 100 milliards. Mais disons que
à votre deuxième, troisième entreprise, si vous voulez faire un gros coup, je vous invite à vous pencher sur ce triptyque. Donc une équipe en or, c'est une équipe composée de commerciaux, de techniciens, de mecs qui s'y connaissent vraiment bien. Un gros marché à mes yeux, c'est un marché d'environ 100 milliards ou plus. Et l'innovation de rupture, c'est de la vraie tech pour laquelle aujourd'hui personne n'a de solution et vous apportez une solution. Et moi, quand j'ai levé 11 millions d'euros il y a maintenant 1 an et demi, en fait, on n'avait rien. On n'avait rien à part juste ce triangle d'or. On faisait 0 € de chiffre d'affaires, on avait un brevet, en réalité on était 2, il y avait 2 salariés, et on avait 4 boîtes en métal totalement illégales, qu'on passait par la fenêtre de chambre de bonne dans Montpellier, quand il y avait des gens qui voulaient qu'on leur fasse une démonstration. Et pourtant on a levé 11 millions d'euros, avec une valorisation de plus de 30 millions. Et en fait, avec du recul, je me suis toujours demandé, mais comment on a fait ça? Et avec du recul, c'est parce que les gens, ils ont acheté le triangle d'or. Ils ont acheté un marché énorme, une équipe, sorte de 2 personnes, mais super, et une innovation qui casse un problème que personne n'avait cassé, comment je me localise à l'intérieur. Donc je pense que c'est un axe, si vous vous demandez comment devenir milliardaire, vous pouvez regarder ce triangle et voir si votre projet le respecte ou pas. Évidemment, il y a plein d'autres façons de réussir, mais on relève une. Un deuxième petit conseil, alors c'est la règle des 80-20. Alors là, c'est totalement contradictoire avec un certain nombre de choses qu'on doit vous enseigner à l'école et qu'on m'avait moi-même enseigné. C'est quand on est entrepreneur, on pense qu'il faut passer pas mal de temps à faire de l'entrepreneuriat. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire à faire son business plan, à lever des fonds, à faire de la communication, à recruter, en fait tout ce qui va autour et qui crée l'entreprise. Et moi, 15 ans plus tard, je me dis, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Un bon entrepreneur, il passe pas plus de 20% à faire ce qui est périphérique à son métier, et il passe, au moins sur les premières années, 80% de son temps sur son produit, son produit, son produit, et encore son produit. En fait, avec du recul, si vous avez un bon produit, même si votre com n'est pas démentielle, même si ceci, même si cela, si votre produit est bon et il adresse un bon marché, au final, dans le monde d'aujourd'hui où tout se sait, il a de fortes chances de cartonner. Et inversement, et j'ai déjà fait l'erreur, si vous poussez une entreprise un peu sur du bullshit, vous avez un produit un peu pourri, mais vous le levez quand même, vous commencez quand même à l'installer chez des clients, etc., un jour la pyramide, elle s'écroulera. Donc moi, mon conseil, c'est quand on crée une boîte, on est un peu pris par la hype entrepreneuriale. On a des cocktails tous les soirs, on parle avec les potes qui sont entrepreneurs, on participe à des concours, etc., etc. C'est super, mais n'y consacrez pas plus de 20% de votre temps. 80% du temps, passez-le sur ce qui crée de la valeur, c'est votre produit ou votre service, si c'est une boîte de service. C'est la clé du truc pendant 3 à 5 ans. Mais les cours de management sont super quand même. Une autre petite troisième règle, c'est la règle des 100 000 €. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sur cette photo, il y a 300 000 € de salaire. En fait, c'est 2 membres du COMEX de WIR. Au premier plan, c'est le directeur du programme spatial, qui en ancien du CNES est Alliance Space, et au second plan, c'est mon associé, qui est donc notre directeur technique, qui dirige l'ensemble des techniciens de la boîte. Chacun, ils sont payés plus de 100 000 €. Et qu'est-ce que c'est la règle des 100 000 €? C'est, au début, moi, quand j'ai fait une première entreprise, je me disais, vas-y, recrute des stagiaires, des alternants, prends des mecs pas chers, tu vas te débrouiller, etc. Avec le temps, je me suis rendu compte que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. C'est valable pour ce qu'on vend, mais c'est aussi valable pour son équipe de départ. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour les fonctions qui sont très importantes dans votre entreprise. Par exemple, admettons que vous sachiez super bien vendre et super bien marketer, mais que vous avez besoin de faire un logiciel. Plutôt que de prendre un alternant, un stagiaire, débrouillez-vous pour trouver de l'argent et lever des fonds, et prenez un cadre. Et le gars que vous allez prendre, ce sera pas un cadre, si vous ne le payez pas, 100 000 €. C'est un peu ça la provoque du slide. C'est de vous dire que, pour ce qui a beaucoup de valeur pour vous, mettez-y le prix, et en fait, la valeur que cette personne va apporter à votre entreprise sera d'autant plus décuplée. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite sur mes 2 premières entreprises et que je ne refais pas sur WIR. C'est mettre le prix pour recruter des vrais cadors, et ces vrais cadors, ils feront avancer la boîte plus vite, et ça démultipliera l'argent que j'ai mis en eux. Un 4e petit conseil,
C'est la règle des 3, 5, 10. Alors ça, c'est un conseil que m'a donné le PDG de Boursorama il y a 15 ans quand je me suis lancé. J'étais à un cocktail en famille, il se trouve que c'était un membre de la famille, et je venais de créer Vecchia, et j'étais là, je disais, ça avance pas, j'ai vendu que à Auchan et Leroy Merlin, on fait que 500 000 de chiffres, l'entrepreneuriat, c'est lent, c'est mou, etc. Et il m'a dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc c'est une évidence, mais en fait, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que l'entrepreneuriat, c'est long. En fait, c'est un long sprint. Donc si vous vous lancez en entrepreneuriat, à la fois, allez vite, parce que c'est un sprint de tous les jours, mais dites-vous bien que globalement, un vrai projet entrepreneurial pour le mener au bout, faire une vraie boîte qui marche vraiment, ça prend 10 ans. Moi, ça fait 3 fois que je le fais, 3 fois que je vois que globalement, ça prend 10 ans. Voilà. Moi, j'estime qu'en 3 ans, on a un projet qui tient un peu la route. En 5 ans, on a une entreprise qui fournit un produit ou un service qui tient la route. Et en 10 ans, vous pouvez espérer vendre votre entreprise. Alors déjà, moi, j'étais plutôt quelqu'un de patient, de posé, etc. Et je pense que la jeunesse a un peu changé depuis, et encore plus pressé qu'à mon époque. Donc je vous donne un conseil, si vous vous lancez en entrepreneuriat, si au bout d'1 an, 2 ans, vous ne gagnez pas grand-chose, vous voyez que vos copains ils sont mieux payés, que ça se passe mieux pour eux, restez tranquille, soyez patient, et dites-vous que vous construisez en fait quelque chose dans la durée qui paiera entre 5 à 10 ans. Et mon dernier petit conseil, c'est un conseil un peu particulier, c'est les vraies raisons d'entreprendre. Alors toujours dans cette thématique que l'entrepreneuriat c'est long, en réalité c'est fun 80% du temps, mais 20% du temps vous allez rencontrer des difficultés disons, plus grandes que dans un travail habituel, et vous allez avoir des moments de doute. En fait, dans ces moments de doute, il faut savoir pourquoi vous avez entrepris. Et la vraie raison pour laquelle vous avez entrepris. La plupart du temps, les gens ils entreprennent en disant je veux devenir riche, je veux du pouvoir, je veux être libre, je veux impressionner ma copine, etc. En fait, dans les moments super difficiles, quand vous allez être au fond du trou, vous aurez plus d'argent, l'URSSAF sur le dos, votre copine vous aura quitté, etc., etc. Je veux du pouvoir, ça ne sera pas suffisant pour continuer. Avant de vous lancer, sondez la vraie raison pour laquelle vous voulez entreprendre. Et en fait, la plupart du temps, remarque personnelle, les vraies raisons d'entreprendre, c'est des trucs beaucoup plus discordants. Par exemple, ça peut être « je veux être admiré par mon père ». Ça peut être « je veux que la société me reconnaisse parce que j'ai besoin de reconnaissance ». Ça peut être de régler une de ces névroses. Je dirais que 70% du temps, les bons entrepreneurs, ils règlent leur névrose en entreprenant. Voilà, donc c'est un conseil un peu freudien et philosophique, mais sondez-vous avant d'entreprendre et essayez de comprendre pourquoi vous êtes particulièrement motivé et qu'est-ce qui vous fera tenir quand vous serez dans des moments de doute forts. Et voilà mes 5 petits conseils.